Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette série sur le pathos et aborder ensemble comment on peut composer avec le pathos des autres. Donc c'est le 5e épisode d'une série qui a priori devrait en faire 9. Je vais reprendre ici certaines des notions que j'ai déjà abordées dans les autres épisodes, donc si certains termes sont pas clairs pour vous, je vous laisse aller regarder notamment les épisodes 4 et 6 qui définissent les principaux termes dont on va parler aujourd'hui. Au passage, cet épisode il devrait être bercé par la pluie qui est tombée sur le Velux. Donc j'espère que ce sera agréable pour vous comme ça l'a été pour moi pendant l'enregistrement. J'aimerais commencer par dire qu'il y a une relation directe entre la qualité de la relation qu'on a avec soi et la qualité de la relation qu'on a avec les autres. J'ai une amie comme ça qui s'amusait à plaisanter en disant moi je vais en thérapie pour mieux relationner avec les gens qui devraient aller en thérapie. Sous-entendu, l'enfer c'est les autres, mais du coup je vais développer des compétences pour pouvoir vivre en enfer et pour pouvoir me sentir bien en enfer avec les gens. Moi ce que je constate, c'est que la capacité qu'on a à accepter les autres comme ils sont, avec leurs blessures, leurs vulnérabilités, leurs tensions, etc., elle va être directement corrélée à la capacité qu'on a à s'accepter soi, à accepter ses propres blessures, sa propre vulnérabilité, à être tranquille avec son humanité, voire même avec sa médiocrité, quelque part. Plus on pourra voir et aimer son propre pathos, plus on pourra du coup apprendre à voir et à aimer le pathos des autres. Et donc le corollaire de ça, c'est que pour pouvoir vivre de l'intimité avec les autres, parfois il faut d'abord apprendre à entrer en intimité avec soi. Si par exemple on enchaîne les relations où on a toujours l'impression que les autres sont des connards, en fait c'est possible que ce soit parce que c'est nous le connard. C'est un peu le proverbe qui dit celui qui voit le diable partout porte certainement le diable en lui. Et dans ce cas-là, quand on se retrouve en permanence à être entouré de connards, et que donc peut-être c'est qu'on n'est pas en paix avec son connard intérieur, peut-être qu'il s'agit d'améliorer d'abord la qualité du lien avec soi, ce qui aura très certainement un impact bénéfique sur la qualité du lien qu'on peut avoir avec les autres. C'est pour ça que ce sera le thème de l'épisode prochain. Il y a un grand principe dans les relations humaines que je trouve intéressant aussi, c'est de dire « il n'existe pas de mauvaises personnes, il y a juste des mauvaises distances ». Ça veut dire que parfois le problème c'est pas moi, ou c'est pas l'autre. Le problème c'est qu'on est trop proche, ou trop loin. C'est la relation qu'on a qui génère de la souffrance, ou de l'inconfort, ou du malaise. C'est intéressant parce que comprendre ça, ça rend plus facile d'être ok avec qui je suis, et ok avec l'autre tel qu'il est. Et ça veut pas dire qu'on va rester proche de tout le monde, parce que parfois, on aime les autres de loin. Parfois, quand on discute suffisamment avec quelqu'un, on va se rendre compte que, on n'arrive pas à s'aimer à cette distance-là. Et que pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être en paix dans la relation, il faut mettre de la distance. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on va se rendre compte que ce qui est douloureux dans une relation, c'est qu'on prend pas assez de temps pour se voir. Qu'on prend pas assez de moments de qualité pour prendre soin du lien. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a pris conscience de ça, on va pouvoir mettre en place des choses, peut-être planifier des temps qui seront au service de la connexion et qui feront que tout le monde se sentira mieux. Et donc, quand vous vous sentez mal dans une relation avec quelqu'un, est-ce que le problème c'est que l'autre vous fait du mal? Est-ce que c'est vous qui faites du mal à l'autre? Ou est-ce que personne n'a l'intention de nuire dans la relation, mais ce qui vous fait mal, c'est juste que vous êtes trop près, ou trop loin? On en revient toujours à ce triangle qui est il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation. Et du coup, sur quels paramètres est-ce qu'on peut bouger pour suivre ce qui est vivant, pour suivre ce qui est juste pour nous. Parce qu'on a tous des facettes de nous qui vont générer de la friction. En fait, la relation humaine, c'est l'espace de la friction par excellence, l'espace où il y aura du conflit, où il y aura de la tension, où il y aura de la souffrance, où il y aura de l'échec, où il y aura de la vulnérabilité, de l'impuissance, etc. Ça, c'est inhérent à toutes les relations humaines. La question, c'est comment on peut fonctionner ensemble alors que j'ai un pathos et que t'as un pathos toi aussi. On peut dire que c'est aussi une question de maturité, que d'apprendre à composer avec le pathos des autres. C'est-à-dire d'apprendre à rester fonctionnel là où l'autre il est dysfonctionnel. Parce que en général, le pathos c'est quelque chose qui va se manifester quand justement on est tendu, quand on souffre, etc. Quelqu'un qui se sent en insécurité, qui est agité, en gros ça veut dire qu'il a besoin d'empathie. Et donc la question c'est est-ce qu'on sera en mesure de lui en donner? Est-ce qu'on sera en mesure d'être une personne ressource pour l'autre à ce moment-là? Et l'inverse est vrai aussi. Quand c'est moi qui est en difficulté dans mon pathos, est-ce que l'autre sera en mesure d'être une ressource pour moi ou pas?
Et là, on arrive à la question de l'engagement. On peut concevoir l'amour comme une forme d'engagement, c'est-à-dire rester en relation pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on dit quand on se marie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage à rester en relation et à se serrer les coudes et à se soutenir dans l'épreuve, parce que des épreuves, il y en aura. Il y en a dans toutes les relations. Et donc oui, parfois l'autre, il va nous casser les pieds, parfois l'autre, il sera insupportable, parfois l'autre, il va nous blesser. La question, c'est est-ce qu'on peut l'aimer quand même? Est-ce qu'on peut l'aimer avec son pathos? Avec sa médiocrité d'être humain, avec sa faiblesse, sa fragilité, ses échecs, avec sa violence parfois. Peut-être que la réponse, elle sera oui, peut-être que la réponse, elle sera non. En fait, il n'y a pas de raison rationnelle de choisir d'aimer quelqu'un avec son pathos. Un endroit, c'est ça aussi un engagement, c'est une décision qu'on prend et qu'on suit parce que ça a du sens, parce que c'est juste pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager, à n'importe quel prix. Parfois une relation, elle nous fait tellement souffrir, pour tellement peu de bénéfices, que le jeu en vaut pas la chandelle, ça n'en vaut pas la peine. Et du coup, dans ces cas-là, mieux vaut prendre de la distance. Mais parfois, l'expérience de la relation humaine, l'expérience de l'amour, ça fait que ça en vaut largement la peine. Ça fait que on peut tout à fait s'épanouir, même dans une relation où il y a de la souffrance, où il y a de l'épreuve, où il y a du pathos. Mais la question, c'est est-ce qu'on est prêt à s'engager pour ça ou pas? Est-ce qu'on signe pour cette relation ou pas? Et à ce sujet-là, dans le cadre des relations de couple, moi j'ai une question qui me sert de repère. Cette question, c'est et si l'autre ne changeait jamais? Est-ce que je resterais quand même avec lui ou pas? Est-ce que s'il reste comme il est pour toujours, avec ce pathos, avec ces tensions, etc., est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je le quitte? Et cette question, elle est intéressante parce qu'elle permet d'identifier est-ce que la relation, elle est basée sur le présent? Est-ce qu'elle est basée sur une forme de présence à soi et à l'autre? Ou est-ce qu'elle est basée sur l'espoir que ça va s'améliorer un jour? Est-ce que j'aime l'autre tel qu'il est maintenant? Ou est-ce que j'aime l'autre à condition qu'il change? Parfois on se met en couple comme ça en se disant ah bah voilà, aujourd'hui c'est compliqué, mais plus tard ça ira mieux, je vais le changer, il va devenir quelqu'un de bien grâce à moi. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, ou le syndrome du sauveur. Alors, dans de rares cas, c'est effectivement ce qui se passe, et de cette relation émerge le meilleur de chacun, et tout le monde s'épanouit, etc. Mais la plupart du temps, quand on relationne depuis l'état d'esprit de l'infirmière ou du sauveur, c'est pas du tout ce qui se passe. En général, ça pourra même nous retomber dessus et nous être reproché. Parce que l'autre, il a pas forcément demandé à être sauvé, lui. Peut-être l'autre, il a pas de problème. Il a pas envie de changer, en fait. Et il changera pas pour nous. D'où la question de et s'il change pas, est-ce que je reste avec ou pas? Parce que si la réponse est non, du coup la question c'est qu'est-ce qui fait que la relation elle tient aujourd'hui? Est-ce que la relation repose uniquement sur le fantasme de demain ça ira mieux? Ou est-ce que la relation repose sur autre chose de un peu plus solide? Je sais pas, à vous de voir. En tout cas, pour moi, la base d'une relation saine, c'est est-ce que je me sens en sécurité dans la relation? Parce que, en fait, si je me sens pas en sécurité, si je me sens jamais en sécurité dans la relation, c'est que je suis pas en relation. La sécurité, c'est un prérequis pour pouvoir vivre de la connexion, du lien humain. Je parle d'un lien de sujet à sujet, un lien d'être humain à être humain. Et pour comprendre la différence entre une relation saine, entre guillemets, et une relation malsaine, ou une relation violente, je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête la fenêtre de tolérance. Donc la fenêtre de tolérance, c'est un outil qu'on utilise dans beaucoup d'approches thérapeutiques, entre autres. Ça permet d'identifier si on est en train de vivre ou si on est en train de survivre. En gros, la zone du milieu, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, la zone optimale. C'est une zone où on a accès à ses émotions, on a accès à son néocortex, on peut réfléchir, etc. Où on peut vivre des expériences, et on peut se réguler. C'est là où on vit des émotions qui sont tolérables, c'est supportable. Voilà, on se sent bien, on se sent calme, on est flexible, on peut être fonctionnel, on peut s'adapter, etc. Les zones au-dessus et en dessous, c'est des zones où on sort de la fenêtre de tolérance. C'est soit on est hyper activé, parce qu'il y a un truc qui nous a activé émotionnellement, donc par exemple, je sais pas moi, imaginez par exemple que vous avez peur du noir, et que vous faites du camping dans la forêt, et il se trouve que vous devez aller aux toilettes en pleine nuit. Et peut-être que ça va être hyper stressant pour vous de vous promener la nuit dans la forêt, parce que justement, le noir, c'est un déclencheur pour vous. Et du coup, ça va générer des réponses de survie dans votre corps. Vous allez avoir peur, vous allez avoir le rythme cardiaque qui augmente, etc. C'est des réponses normales, automatiques, face à une situation où on se sent en danger. Dans la relation à l'autre, quand on se sent en danger tout le temps, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la relation, elle n'est pas sécurisante. Ça veut dire qu'on va passer notre temps à être en mode survie, à stresser, à avoir peur, etc. Donc soit à agresser l'autre parce que du coup on se défend,
soit à fuir, à se cacher, à mentir, parce qu'on ne se sent pas en sécurité en fait. Donc l'hyperactivation, dans la relation humaine, c'est ce qui va générer parfois de l'antipathie, c'est ce qui va générer de la sympathie, parce que je vais être activé émotionnellement. A l'inverse, du coup, quand je me sens tellement en danger que je ne peux même pas agir, soit en agressant, soit en fuyant, ce qui va se passer, c'est que je vais être hypoactivé. En fait, il va y avoir une inhibition du système émotionnel qui fait que du coup, je vais me figer, que je vais devenir beaucoup plus passif, donc en apparence, que je vais me figer. Donc il va y avoir le rythme cardiaque qui va diminuer, je vais être engourdi, je vais peut-être même me dissocier, je vais plus avoir accès à mes émotions, et j'arriverai peut-être même plus à réfléchir. Donc il faut bien comprendre que l'hyperactivation et l'hypoactivation, c'est des réactions de survie. C'est des réactions qui se manifestent quand je me sens en danger. Alors, effectivement, parfois mes réactions, elles seront disproportionnées par rapport au contexte, parce qu'effectivement, c'est des traumatismes qui remontent, qui vont être réactivés, etc. Mais parfois, j'ai des réactions de survie parce que je suis en danger. Parce que la relation est vraiment insécurisante, parce que l'autre est vraiment violent. Ou que je suis violent, c'est possible aussi. Notamment si je suis réactivé dans les traumas et que ma réaction de défense est d'être agressif. Et donc c'est intéressant de comprendre ça parce que cette fenêtre de tolérance, elle n'est pas fixe. Elle peut bouger en fait. C'est-à-dire que on peut augmenter la fenêtre de tolérance avec certaines pratiques, certaines thérapies, etc., qui vont augmenter notre capacité à tolérer des émotions, à rester fonctionnel avec des émotions fortes. Typiquement, il y a des personnes qui peuvent rester fonctionnelles avec des émotions très très fortes. Par exemple, les soignants qui bossent aux urgences, c'est des gens qui sont habitués à gérer des émotions très très intenses, et du coup qui ont modifié leur fenêtre de tolérance. Ils ont une tolérance au stress beaucoup plus élevée que la moyenne. A l'inverse, quelqu'un qui va, comme on dit, se noyer dans un verre d'eau, c'est une personne qui a une fenêtre de tolérance très très réduite, et avec des stimulus qui feraient ni chaud ni froid à d'autres gens, eux ils vont réagir direct au quart de tour en fait, parce qu'ils sont en hyper-vigilance et hyper réactifs. Et donc cette fenêtre de tolérance, elle est intéressante à comprendre, d'une part, pour identifier notre propre réactivité au stress. Est-ce qu'on arrive à tolérer les émotions, ou est-ce qu'on part vite en sucette, ou est-ce qu'au contraire on se coupe et on se dissocie direct? Identifier aussi la tolérance de l'autre au stress. Est-ce que l'autre il se sent en sécurité ou pas? Et du coup, comment on peut faire pour veiller à ce que chacun se sente en sécurité dans la relation? Comprendre aussi que ces seuils, ils peuvent bouger, qu'ils sont pas figés. Et du coup, qu'on peut travailler là-dessus. On peut travailler pour augmenter sa capacité à rester présent, à rester avec ses émotions, etc., même si c'est pas confortable. Notamment en déchargeant des fardeaux émotionnels liés à des blessures et à des traumas du passé. Ce qui augmente la confiance en soi, la capacité à vivre ses émotions, et du coup à s'adapter à l'environnement. Et la dernière notion que j'ai envie d'aborder avec vous pour cette question de la relation à l'autre, de la relation au pathos des autres, c'est l'outil du triangle dramatique. Il y a une phrase de Marshall Rosenberg que j'aime beaucoup qui dit « La violence émane d'un mode de pensée qui attribue la cause des conflits au tort de l'adversaire, ainsi que d'une incapacité à admettre sa propre vulnérabilité ou celle de l'autre. » La façon dont je comprends cette phrase, moi, c'est que, en gros, la violence, dans la relation humaine, ça commence quand on arrête de tenir compte de la vulnérabilité d'une personne, que ce soit nous ou l'autre. Typiquement, si on prend pas en compte la vulnérabilité de l'autre, le pathos de l'autre, c'est là que peut-être il se sentira pas en sécurité, qu'il se sentira agressé, et du coup qu'il va réagir mécaniquement de façon défensive, quitte à du coup nous agresser en retour. Et ça marche dans les deux sens. Si nous, on se sent pas pris en compte dans notre vulnérabilité par l'autre, on risque de se sentir agressé et du coup de réagir de façon proportionnée à l'agression qu'on estime être en train de vivre. Et quand les deux personnes sont dans le rejet de la vulnérabilité de l'autre, c'est là où on peut entrer dans une escalade de la violence, où du coup on va réagir à la violence de l'autre de façon de plus en plus intense, jusqu'à ce que ça soit insupportable en fait, et qu'on s'éloigne physiquement. Typiquement, si je prends mon cas, quand je ressens un stress dans la relation à l'autre, parfois, j'ai un peu le réflexe de me couper de mon empathie et de devenir un peu un cerveau sur pattes, un peu froid, irrationnel, qui veut juste réfléchir et comprendre. Et du coup, si je suis ce cerveau sur pattes là et que j'essaie de trouver des solutions à des problèmes sans prendre le temps de me connecter aux émotions de l'autre, en fait ça peut être insécurisant pour l'autre, parce que parfois l'autre, ce dont il a besoin avant tout, c'est juste d'être accueilli, d'être régulé émotionnellement, d'être compris dans ce qu'il vit et dans sa vulnérabilité. Et du coup, si je ne prends pas en compte sa vulnérabilité dans la façon de réfléchir à des problèmes, l'autre se sentira pas connecté et du coup peut-être ça va le mettre en difficulté.
De la même manière, si c'est de sa propre vulnérabilité qu'on se coupe, par exemple qu'on veut faire le sauveur avec l'autre et qu'on s'oublie au passage, hein, le fameux oubli de soi dont je parlais dans l'épisode 6, et bah du coup on risque de prendre sur soi excessivement, de faire des choix qu'on va regretter après, et du coup on sera frustré, on aura de la rancœur, etc. Et on risque de le reprocher à celui qu'on a voulu sauver, même s'il nous a rien demandé. Et du coup le triangle dramatique, c'est un outil qui est très pratique pour décrire comment fonctionne ce type de violence psychologique. Ce triangle dramatique, ou triangle de Karpman, c'est un outil qui vient de l'analyse transactionnelle. Donc j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un gros dossier. Si ça vous intéresse, il y a la playlist de Psychorama que je mettrai en description qui est très bien. Et oui, effectivement, vous l'aurez compris, j'aime bien jouer avec les triangles. Mais celui-là, il est différent. C'est pas la même chose que le triangle relationnel avec soi, l'autre et la relation. Le triangle de Karpman, en fait, il sert à décrire les positionnements que les gens ils vont prendre dans les relations en réaction aux tensions qu'il peut y avoir dans la relation. En fait, c'est la manière et l'intensité avec laquelle leur pathos va se manifester dans la relation. Honnêtement, on pourrait l'appeler presque le triangle du pathos, ou même le triangle de la violence psychologique. C'est souvent ce qui va se passer quand on adopte des postures dans le triangle dramatique. Dans mon expérience, en fait, la création d'un triangle dramatique comme ça vient surtout du fait qu'on entre en relation depuis une posture de juge, une posture d'orgueil, qui fait qu'on refuse d'adopter une posture d'humilité face à l'autre. Et en fait, chaque position dans le triangle, que ce soit la posture de victime, de persécuteur ou de sauveur, c'est des postures de juge, chacune à leur manière. Dans l'idéal, une relation fluide, c'est une relation où on peut prendre en compte la vulnérabilité et l'humanité de chacun, et du coup ça permet de rester en dehors des trois positions du triangle dramatique. Comme disait Marshall dans la citation d'au-dessus, la violence, ça commence à partir du moment où on se comporte et où on communique comme si la vulnérabilité n'existait pas, comme si l'autre, ou comme si nous-mêmes, on n'était pas humains, avec des fragilités, avec une sensibilité à prendre en compte. Et dans une configuration où on prendrait en compte la vulnérabilité que d'une seule des deux personnes dans la relation, et ben ça entraînera une relation asymétrique, donc une certaine verticalité, une relation de pouvoir. Par exemple, si un professeur il dit à son élève « Je suis l'adulte, tu me dois le respect », sous-entendu que l'inverse c'est pas vrai, que le professeur, lui de son côté, il n'est pas tenu de respecter son élève en retour. Et donc ça, c'est une tentative de soumission de l'élève à l'autorité, une tentative de prise de pouvoir sur l'élève. Donc c'est une forme de violence structurelle en fait. Une violence qui sera souvent légitimée par l'institution, auquel cas ça devient une violence institutionnelle. Et quand carrément c'est à l'échelle de toute la société que ces violences sont légitimées, et ben c'est là qu'on pourra parler de violence systémique. Parce que tout le système valide cette violence comme étant acceptable, comme étant normale. Mais au fond là c'est que l'échelle qui change, parce que sur le plan de la dynamique relationnelle, les règles sont les mêmes, que ce soit à l'échelle de la relation duel, du groupe, de l'institution ou de la société. Et donc le triangle dramatique, ça va nous aider à mieux comprendre comment fonctionne ce genre d'interaction. Par exemple, ce prof là qui dit à son élève « Tu me dois le respect !» En fait, il est en train de se positionner en victime de son élève. Il est en train de dire que son élève, c'est son persécuteur, s'il ne le respecte pas. Et si l'élève, il continue à ne pas respecter son professeur, ce qui du coup renforce son rôle de persécuteur du point de vue du prof, et bah ce prof, ce qu'il peut faire après, c'est se tourner vers la direction de l'établissement, et du coup, il va demander au directeur d'être son sauveur. Il va dire « Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez me sauver de cet élève qui me persécute ? Cet élève dont je suis la victime ?» Et donc là, je le dis de façon un peu caricaturale, mais c'est ça le pattern. C'est-à-dire que le directeur joue le rôle de sauveur, le prof joue la victime, et l'élève est dans le rôle de persécuteur. Mais l'élève, lui, de son point de vue, il va pas être d'accord avec cette façon d'interpréter les choses. Peut-être que lui, l'élève, ce qu'il va dire, c'est que c'est lui la vraie victime, et que ce professeur, c'est juste un prof qui l'a pris en grippe devant toute la classe, et peut-être que du coup, l'élève, lui, il va parler à ses parents, et il va demander à ses parents de faire les sauveurs. Et c'est lui qui, du coup, va prendre le rôle de victime, et désigner son prof comme un persécuteur. Et peut-être que ces parents-là, peut-être qu'ils vont monter au créneau, qu'ils vont aller se plaindre auprès de la direction en disant que ce prof, il harcèle leur enfant et que c'est inacceptable. Peut-être même que ses parents, ils vont aller porter plainte à la gendarmerie, et c'est l'État lui-même, du coup, à travers les forces de l'ordre, qui va jouer le rôle de sauveur dans le triangle. Mais on reste dans une même configuration avec un persécuteur, un sauveur et une victime. En fait, le sauveur, c'est le tiers qui aura pour mission d'arbitrer entre le persécuteur et la victime désignée. Et donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de décrire le réel en soi. Un triangle dramatique, ça part toujours d'une interprétation du réel. Une interprétation qui repose sur son pathos.
qui repose sur ses émotions, sur ses besoins et sa vulnérabilité. Un positionnement dans le triangle, c'est toujours lié à une interprétation des choses, à une histoire qu'on raconte. Et en général, dans cette histoire qu'on raconte, il y a un pan du réel qui est pas ok. Pour le prof, c'est pas ok que son élève lui manque de respect, et pour l'élève, c'est pas ok que le prof lui parle comme ça. Fondamentalement, c'est un peu comme si chaque posture dans le triangle, chaque posture de juge, s'était basée sur un conflit avec le réel, avec un pan du réel. Parce que ce réel entre en conflit avec notre désir. Quand on adopte une posture dans le triangle, en fait c'est une tentative d'agir, d'utiliser la violence, pour pouvoir faire coïncider le réel avec mon désir. Donc c'est important d'avoir en tête que on adopte toujours une posture du triangle pour soi, avant tout. Même si on peut se raconter qu'on le fait avant tout pour les autres, par altruisme, par générosité, notamment dans le rôle du sauveur. Ou parfois le sauveur se raconte qu'il fait ça de façon désintéressée, mais c'est jamais vrai en fait. En général, quand on prend le rôle de persécuteur, c'est face à quelqu'un qui nous est antipathique. Et du coup on cherche à l'éliminer pour plus que sa présence vienne faire obstacle à notre désir. On va prendre un rôle de sauveur face à quelqu'un qui nous est sympathique, quelqu'un qui s'estime victime de quelque chose, et du coup on va chercher à l'aider. Généralement, on va l'aider en s'attaquant à un persécuteur qui a été désigné par la victime. Et le but de cette posture de sauveur, ça va être justement de plus être affecté personnellement par la détresse de la victime, parce qu'on va être en sympathie avec la victime, et donc si la victime souffre, on souffre avec elle. Et donc si on aide la victime, et ben en fait on s'aide nous-mêmes quelque part. Et en général, le rôle de victime, on va le prendre quand on est face à quelqu'un qui nous met en insécurité, quelqu'un qu'on cherche à neutraliser parce qu'on en a peur, et du coup on va généralement faire appel à un sauveur pour pouvoir retrouver de la sécurité. C'est important aussi de noter que pour jouer à des jeux psychologiques, il faut être deux. On peut pas y jouer tout seul. C'est un truc qui se voit bien avec les exemples d'Idriss Aberkan et Mindax, ou les exemples du Bouzeux et d'Astronogeek dont je parlais dans un épisode précédent sur l'antipathie. C'est que, au fond, chacun alimente le triangle de son côté. Chacun rejoue quelque chose de son propre pathos dans la relation, et c'est pour ça que le triangle il dure dans le temps. C'est pour ça que la violence elle dure pendant des années, en tout cas dans le cas du Bouzeux et d'Astronogeek. En fait, c'est ce qu'on peut appeler des névroses compatibles, c'est-à-dire un peu comme des pièces qui s'emboîtent bien. C'est des gens qui sont en conflit et qui sont frustrés, mais qui, au final, valident chacun de leur côté un scénario qui leur sert de repère, qui est structurant pour eux. Mais en réalité, on n'est jamais obligé de rentrer dans un triangle. Quelqu'un qui chercherait à amorcer un jeu psychologique avec nous, qui nous tend une perche, etc., pour entrer en conflit, on a toujours la possibilité de pas entrer dans le triangle, de dire non merci à ce jeu psy, entre guillemets. Alors, c'est pas toujours facile, mais de façon générale, à partir du moment où on reste présent à soi-même, qu'on respecte ses limites, eh ben, on pourra toujours ne pas investir le lien, plutôt qu'investir un lien pour y vivre de la violence. Et de façon générale, ça vaut pour tous les outils, hein, mais j'en parle pour le triangle notamment, c'est toujours facile d'utiliser un outil pour pointer du doigt les autres, pour dire « Ah, tu fais la victime, tu fais le persécuteur, tu fais le sauveur, etc. » Mais comme je disais à l'épisode 3, c'est encore plus intéressant de l'utiliser sur soi, de repérer les moments où on joue des jeux psychologiques, de repérer les moments où on est en train de jouer avec quelqu'un d'autre. Notamment, c'est un truc qui m'a déjà été utile personnellement pour sortir d'un jeu psy. Quand quelqu'un est en train de me parler d'une façon que je trouve très désagréable, c'est intéressant de me poser la question, ok, cette personne est en train de me casser les pieds, est-ce que je suis pas en train de lui casser les pieds aussi moi? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu tous les deux? Et moi, ça m'a déjà été très utile de me poser la question pour me rendre compte que mon regard sur la situation était en train de contribuer activement à entretenir la tension, à entretenir le conflit en fait. Et donc comprendre que j'avais un positionnement actif dans ce triangle, ça m'a permis d'en sortir et d'appréhender la relation tout à fait autrement et de désamorcer le conflit très facilement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de garder dans un coin de votre tête ce triangle avec les postures victime, bourreau, sauveur, et de repérer dans votre vie, quand il y a des conflits, des tensions, etc., quel est le positionnement que vous adoptez, vous, dans la situation, dans quelle mesure votre posture est la posture d'un juge, dans quelle mesure vous n'êtes pas en train de vous couper de votre vulnérabilité ou de la vulnérabilité de l'autre. Et c'est ok, parce qu'on fait tous ça. Ça nous arrive à tous, voilà, d'être pris dans un conflit, d'être dans son pathos, etc., c'est humain. Mais juste, plus vous allez vous voir faire, plus vous allez retrouver de la flexibilité et l'espace de faire autrement.
Si on doit résumer tout ça, ce que je dirais, c'est que l'empathie, l'assertivité et la sympathie, c'est des composantes qui sont inhérentes à toute relation humaine qui est une relation saine. Voilà, l'empathie et l'assertivité, ça fluctue au cours du temps. Il y a des moments où on s'efface pour l'autre, des moments où c'est l'autre qui s'efface pour qu'on prenne notre place. Et c'est ça qui fait que dans une relation, chacun a sa place et que la relation, elle est vivante. La sympathie, c'est ce qui fait que la relation existe, en fait. C'est ce qui fait qu'on peut se sentir en sécurité et qu'on peut partager une expérience commune, qui va quelque part cimenter la relation et faire qu'elle sera un repère pour nous. Ça arrivera aussi toute notre vie, par moments, qu'on se retrouve à être dans des mécanismes plus associés à la rigidité psychologique, plus liés à des moments où on se sent en danger. Que ce soit parce qu'on est en train de s'oublier dans la relation, typiquement parce qu'on a peur de l'autre, qu'on a peur du rejet, et du coup qu'on va peut-être s'oublier pour pas faire de vagues, par exemple. Mais l'oubli de soi, c'est un truc qui peut être tout à fait adapté, par exemple, en situation d'urgence. Un parent qui est en situation de danger, il va avoir le réflexe peut-être de protéger ses enfants. Parfois même de sacrifier sa vie pour ses enfants, mais c'est tout à fait adapté. Parce que c'est au service de la vie, en fait. De la même manière, parfois, quand on est face à quelqu'un de dépendant, il y a des moments où ce sera ce qu'il y a de mieux à faire que, pendant un temps, de s'oublier pour répondre à des besoins parce que c'est la meilleure solution. Parce que parfois, il n'y a pas de meilleure option. À ce sujet-là, il y avait une patiente qui m'avait beaucoup marqué. C'est une patiente qui a un enfant, qui a un handicap psychique. Un jour, dans un groupe de parole, j'avais mis en valeur que je trouvais qu'elle était vachement courageuse de le défendre avec autant d'aplomb, etc., d'appeler les structures de la santé, d'appeler les mutuelles, etc., pour défendre les droits de son fils, en fait. Et je trouvais qu'elle mettait beaucoup d'énergie là-dedans, et je voulais valoriser ça. Et je lui avais dit qu'elle était courageuse. Et je me rappelle, bon, je m'entends très bien avec elle, donc elle l'a pas mal pris, mais elle m'a répondu qu'elle avait envie de me tordre le cou quand je disais ça. Parce que elle, de son côté, elle a jamais eu le sentiment d'être courageuse. Mais c'est pas que je suis courageuse, c'est juste que j'ai pas le choix. Et j'avais trouvé ça intéressant, cette idée que parfois on fait des choses qui nous paraissent justes, non pas parce que on est courageux ou qu'on l'a décidé, mais parce que c'est la seule chose à faire. Imaginons que par exemple vous venez de mettre au monde un enfant, et il se trouve qu'il a des problèmes de santé, et que du coup il dort très mal, et il se réveille tout le temps, et du coup vous n'arrivez pas à dormir, et ça a un impact sur votre santé, ça a un impact sur votre vigilance, etc., ça vous rend agressif, irritable. Peut-être que malgré que c'est difficile et que c'est une épreuve, la meilleure chose à faire, ça va être, pour un temps, de mettre de côté certains de vos besoins, pour être disponible et répondre aux besoins de ce nourrisson qui, de toute façon, est dépendant de vous pour vivre. Et donc, dans cette situation-là, l'oubli de soi, ça peut être parfaitement adapté. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps, mais parfois, pour un temps, s'oublier, c'est fonctionnel. De la même manière, l'antipathie, l'agressivité, c'est une réaction à une situation de danger, mais ça peut être parfaitement adapté quand, typiquement, on est dans une relation violente, nos limites sont pas respectées, etc. Parfois l'antipathie, le rejet, voire même la déshumanisation, pour un temps, ça pourrait être utile pour se reconstruire. Typiquement après une relation abusive, avec quelqu'un qui nous a fait du mal, ça peut être bénéfique pour un temps de simplement déshumaniser cette personne, de le traiter de connard, de pervers narcissique, de personne toxique si on veut. Il s'agit pas de rester bloqué sur cette haine toute notre vie, mais pour un temps, juste admettre qu'on a vécu de la violence, que c'était pas normal, et qu'on a été victime, ça peut être une étape fondamentale dans la reconstruction de l'estime de soi, d'une santé mentale, etc. Et donc l'antipathie, c'est pas mauvais en soi. Il y a des moments où c'est parfaitement fonctionnel. De la même manière, l'apathie, si c'est un phénomène qui existe, c'est pas juste pour nous mettre en difficulté, c'est parce que ça a été sélectionné par l'évolution et que c'est utile. Typiquement, l'apathie, c'est quelque chose qui pourrait être utile pour réduire l'agressivité externe dans une relation où on est littéralement en danger, où on peut mourir. De la même manière que la dissociation, c'est un mécanisme de survie qui est utile pour éviter d'endommager l'organisme, et ça sert à rien de vouloir faire disparaître ces symptômes-là. Ils sont là pour une raison, ils ont une fonction, ces mécanismes. Et quelqu'un qui est apathique, ça veut avant tout dire qu'il a besoin de retrouver un environnement où il est en sécurité. Un environnement où il peut être lui-même, où il peut être respecté, dans ses désirs, dans ses limites. Au fond, c'est un signal de détresse. Et de façon générale, en fait, tous les comportements de survie, ils sont parfaitement fonctionnels quand on est face à un danger réel. Là où ces comportements ils seront dysfonctionnels, c'est quand ils sont extrêmes par rapport au contexte. Quand on se sent en danger alors qu'on est en sécurité, alors là ça veut dire qu'il y a des choses de notre passé, des blessures, des fardeaux qui ont besoin d'être déchargés, notamment en thérapie individuelle ou de groupe, etc. Mais aucun de ces mécanismes n'est mauvais en soi. Ça va dépendre de sa fonction et de son utilité dans le contexte où il se manifeste. Bon, moi je m'arrête là pour ce 7e épisode.
Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à poser vos questions en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres en allant là où c'est vivant.